Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette émission de On s'en parle. Dernière émission de 2024. Je le dis tout le temps que le temps passe vite. Alors, on est à notre dernière émission, mais on revient en 2025. On va être là en janvier 2025. Cette semaine, on va du côté fédéral. Mais je ris parce qu'on a fait quelques farces avec mon invité avant d'entrer en ondes. Puis, on va aller du côté fédéral. On va toucher le parti provincial aussi, les hauts provincial également. Tout ça avec mon invité, qui est le député du Bloc québécois en Abitibi-Témiscamingue, M. Sébastien Lemire. Monsieur Sébastien, bonsoir. Bonsoir, Gabi. Et c'est pas parce qu'on en rit que c'est drôle avec le fédéral, surtout cet automne. Oh. Disons que OK. ça pourrait être vraiment plus efficace et différent. Et je veux juste la nouvelle qui est sortie récemment. On vient d'augmenter, au lieu d'augmenter le pouvoir d'achat des aînés, ce que demandait le Bloc avec sa date butoir, le projet de loi C-319, c'est d'augmenter le revenu des aînés de 60 à 80 $ par mois. Ça aurait coûté 3 milliards au gouvernement. Évidemment, c'est une somme qui est récurrente parce que ça a augmenté la sécurité de la vieillesse. Par contre, 3 milliards par année. On se fait dire on n'a pas d'argent pour ça. Et là, il y a une entente avec l'NPD qui va en coûter 6, qui va donner un chèque de 250$ aux gens, peut-être. Vous êtes après... Êtes-vous après à scraper toute mon émission, vous, là? Non, pas du tout. Mais qui, au bout de ligne, va en coûter 6? Ça va coûter le double. Ouais. L'argent que les gens vont recevoir, on sait très bien que dans la prochaine année, il y a une élection, mais ce chèque-là, il va arriver avant l'élection, puis il va falloir le rembourser après l'élection. Puis pour les gens qui nous écoutent, s'ils veulent acheter une console de jeux vidéo, ben ils vont avoir un congé de TPS sur leur console de jeux vidéo. Gros 5%. C'est... OK. Non, mais... Ça va bien, M. Lemire? Oui. Ça va bien, mais mon Dieu que c'est pas à bonne place. Mais ici, vous êtes à la bonne place, par exemple. Okay. On s'en parle. Il faut... on s'en parle. Il faut avertir les gens parce que, bon, il se passe tellement de choses en politique. Vous le savez, je le dis souvent, l'espace, des fois, de juste une semaine, ils viennent de chambouler tout ce que c'est qu'ils avaient déjà promis ou parlé ou peu importe. Alors, il faut dire que cette émission-là, là, elle est diffusée le 4 décembre, mais elle est enregistrée le 22 novembre en après-midi, plus précisément à 15h30. Alors, c'est pour ça que c'est important de faire cette mise au point-là, parce que, justement, on peut parler des choses ici, puis quand l'émission, elle va être en onde, ça va être passé date, comme on dit. Ce sont des choses, mais en politique, on ne peut rien prévoir, sinon qu'il y a un parti qui a hâte d'aller en élection. Monsieur Sébastien, pourquoi le Bloc est-il si pressé d'aller aux urnes? Parce qu'au moment où l'on se parle, je ne crois pas que vous allez avoir l'appui du NPD. Là. Je ne pense pas. En tout cas, c'est pas parti pour ça du tout. Mais il me semble que votre chef le dit tout le temps. C'est redondant. Pourquoi vous avez si hâte que ça d'aller en élection? Les gens ne sont pas prêts. Là. Moi, je parle actuellement, là. Ben, il y a un seul parti qui a hâte d'aller en élection, c'est les conservateurs. Ben, le Bloc aussi. Selon votre chef, et le Bloc aussi. Nous, notre position, elle est ferme, Gabi. On s'entend, on est en politique, là. On a mis une date butoir parce qu'on voulait des gains pour les aînés, on voulait des gains pour les producteurs agricoles. Donc, effectivement, notre travail était d'arriver prêt et de démontrer que si on n'avait pas ce résultat-là, on est prêt à aller en élection. Pour aller en élection, ça prend quand même soit une motion de confiance ou un budget ou quelque chose qui fait un vote de... l'esprit d'un vote de confiance qui peut venir d'une des journées d'opposition. Mais le Parlement, actuellement, est bloqué sur des questions de privilèges des conservateurs. Donc, il n'y en a pas d'élément qui va permettre d'aller en élection. Et de toute façon, personne, surtout pas au Bloc québécois, veut aller en élection durant le temps des fêtes. Donc, oui, on a un discours qui est ferme. Ça, je pense que c'est important de montrer qu'on est déterminé, qu'on veut faire des gains pour nos personnes âgées, nos producteurs agricoles. Mais sur le fait d'aller en élection, on est prêt à y aller. Moi, les pancartes sont commandées, on est prêt à y aller. Mais ça ne veut pas dire que ce gouvernement-là, mérite de continuer à travailler, puis je pense qu'il travaille très mal, puis il ne se passe pas grand-chose. En termes législatifs, à Ottawa, c'en est risible. Je peux te donner une série d'exemples, Gabi, dans lesquels, pour moi, c'est un gouvernement usé qui n'a plus le goût d'être là, et c'est encore plus flagrant. Fait qu'en ce sens-là... La confiance au chef aussi diminue de jour en jour.
Fait qu'en ce sens-là, est-ce que moi, j'ai à être la personne qui dit, ben oui, continuez comme ça, on vous donne une tape dans le dos, continuez de vous pogner le bang? Ben non, on est tanné. On est tanné de ça, mais c'est pas vrai qu'on va faire un chèque en blanc à Poilievre non plus. Ouais, ça, c'est une autre affaire. Les résultats sont bons là, pour le Bloc. Si on regarde les sondages, là, c'est sûr que c'est pas décourageant d'aller en élection demain matin. Non, vous allez aller chercher 60 ici, députés. Non, pas 60. On peut espérer une bonne quarantaine quand même. Ben non, mais vous allez monter pareil. Peut-être que j'ai exagéré en disant 60. La démographie ne permettra pas de retourner à la cinquantaine là, maintenant. Là. Je penserais pas. Vous ne pensez pas? Je penserais pas. Okay. Mais ceci étant dit, c'est toujours hasardeux de spéculer parce que c'est très rare que les sondages avant une élection donnent la même chose après, mais on est dans une situation de confiance, puis je pense que le Bloc travaille bien actuellement. On l'a vu aux États-Unis, on l'a vu aussi là, dans les élections provinciales, etc. Les sondages, ça donne une photo du moment présent. Puis, lorsque on développe la photo la journée du scrutin, assez souvent, ça peut être semblable, mais assez souvent... Mais, par contre, l'avance du Bloc au Québec, elle est confortable. C'est toujours beau de voir des journaux qui font des titres comme genre « Les libéraux et les conservateurs nés au Québec sont 24-22. Nous, on est en avance à plus de 35 ». Ceci étant dit, on ne le dira pas parce que Colin qui ne ferait pas de notre petite tape dans le dos. Mais oui, non, il vient ici, il défend sa cause. Puis, dans le Canada anglais, effectivement, les conservateurs mènent à 50%. Ah oui, c'est ça, c'est sûr. C'est un gros gap quand même pour... Si on regarde l'ensemble, M. Lemire, là, il ne faut pas s'en cacher, là. Des élections, demain matin, là, Poilievre est premier ministre avec... Puis Trudeau, il sera peut-être même pas là, je veux dire, dans le sens qu'il sera peut-être pas l'opposition officielle. Ça se peut que ça soit nous. Oui, effectivement, ça place le Québec dans une position de force, surtout avec l'élection qui s'en vient à Québec en 2026. Oui, le Parti québécois est en tête d'un sondage, le Bloc québécois est en tête des sondages. Les Québécois voient très bien qu'Ottawa ne les sert pas, ne les sert plus. Et le discours change. Le discours change, donc moi, je trouve qu'il y a un momentum particulièrement intéressant qui peut s'en venir sur l'indépendance. Et je trouve ça, moi, en tout cas, je suis très optimiste. Oui, c'est ça, mais exactement. Là, on pourrait rentrer aussi avec l'indépendance du Québec, on pourrait en parler. C'est que le Parti québécois mène, mais comme parti politique, je l'ai toujours dit comme parti politique, mais comme parti indépendantiste, il ne mène pas. Il s'en va toujours à 35, 36, 37 %. Il végète là-dedans depuis X années, depuis X décennies quasiment, et ça ne semble pas vouloir changer. Puis, je ne pense pas, en tout cas, selon mon opinion, je ne pense pas que ça change d'ici à demain matin ou d'ici même à il y a... On s'en reparle. Non, ici, c'est on s'en parle. Oui, je sais, on s'en reparle. Je vous ai compris. Le Parti conservateur, il paralyse le Parlement, là, au moment où on se parle. C'est quoi l'idée? Qui va sortir gagnant de ça ou perdant? En fait, perdant, tout le monde en ce moment est quand même perdant de ça, mais je veux quand même nommer que la démarche, elle n'est pas mauvaise en soi. Parce que la démarche, c'est d'exiger des documents sur un fonds d'investissement TDDC, Technologie de développement durable Canada, fonds d'investissement dans l'innovation et le développement durable. À la base, c'est une bonne idée, mais qui a été mal gérée, mal gouvernée. Il y a des éléments de fraude dont la vérificatrice générale a fait enquête et a fait un rapport accablant. On exige comme Parlement que ces dossiers-là, le document d'enquête, pas de la vérificatrice générale, mais les informations qu'a le gouvernement là-dessus, soient transmis à la GRC, soient transmis de façon non caviardée, parce qu'on pense qu'il pourrait y avoir des poursuites criminelles là-dedans. Que le gouvernement libéral a fait preuve de laxisme, n'a pas fait son travail, puis qu'il y a des petits amis qui en ont profité. C'est peut-être un autre scandale des commandites si on veut ramener quelque chose qui a frappé l'imaginaire des gens. Dans ce contexte-là, moi, je ne peux pas laisser non plus passer ça. Fait que dans le contexte, la façon dont le Parlement peut agir, c'est question de privilèges. Les privilèges du Parlement ne sont pas respectés parce qu'une motion de la majorité du Parlement qui exigeait que ces documents-là soient rendus à la GRC pour qu'il puisse y avoir des suivis criminels. Donc moi, en ce sens-là, je pense que les fautifs sont davantage le gouvernement libéral qui se protège ou protège. Mais ça va finir quand, ça, là? Ça va finir au moment où les libéraux vont faire le devoir de transparence que le Parlement nous oblige. Je fais une parenthèse rapide, Gabi, pour illustrer comment c'est important.
Moi, ce que j'ai fait dans le dossier d'Hockey Canada, j'aurais pas été capable de le faire sans ce privilège parlementaire-là d'exiger des documents, de convoquer, notamment en commençant, les hauts dirigeants d'Hockey Canada qui n'en avaient rien à foutre de venir nous parler, qui avaient une attitude cocky, hautaine, menaçante. Puis justement, ça a fait qu'on les a réinvités. Mais ça, on ne pouvait le faire par subpoena. On était capable d'obliger les gens à le faire, à nous fournir des procès-verbaux, à nous fournir des états financiers. Et c'est ça qui fait en sorte qu'on fouille. Il y a un fonds dans un fonds. Où est allé cet argent-là? OK, vous prenez de l'argent des parents pour pouvoir payer des poursuites judiciaires, etc., pour camoufler le silence des gens. C'est ce privilège parlementaire-là qui est si important, qui fait en sorte qu'on peut agir. Et donc, dans ce contexte-là, s'il y a des gens qui sont fautifs, oui, ils ont à payer. Puis là, on vient de le voir avec Randy Boissonneau, qui est un des ministres qui vient de démissionner, parce que notamment, il utilisait une identité autochtone quand il ne l'est pas. Oui, ça, et là, ça tombe dans ma cour comme responsable des dossiers autochtones. Puis j'ai poussé pour le Bloc québécois qu'on appuie l'idée d'aller enquêter là-dessus, parce que l'usurpation de l'identité autochtone est un grave problème. Puis il vient de laisser, justement, là, on a appris ça ce matin, là, qu'il avait laissé son poste. Fait que je veux revenir sur un point que vous avez que vous êtes venu chercher dans mon horaire, monsieur Sébastien. Gestion de l'offre et la pension de sécurité de vieillesse. Ça, c'était 2 ultimatums envoyés au gouvernement pour ne pas déclencher des élections, si vous voulez, pour ne pas appuyer différentes choses sur le gouvernement. Soutenir le gouvernement jusqu'à Noël. Exactement. Mais votre ultimatum, là, M. Trudeau, il s'en est foutu complètement. Il est pogné avec pareil. Mais ça vous a donné quoi, là? Ça nous a donné quoi? Ça nous permet de dire qu'on est là pour les producteurs agricoles. Ça nous permet de dire qu'on est là pour les aînés. Et en soi, ces projets de loi-là ne sont pas morts. Les conservateurs, si je prends la gestion de l'offre, Poilievre l'a appuyé. Les conservateurs du Québec l'ont appuyé. Les députés libéraux l'ont appuyé. Les députés du NPD, du Bloc, 79% des députés de la Chambre l'ont appuyé. En fait, il y a une 50aine de députés de l'Ouest canadien conservateurs qui ne l'ont pas appuyé. Donc, où il est stallé, c'est au Sénat. Oui, pendant un an. Oui. Là, il est sorti du comité du Sénat. Et là, la semaine prochaine, en date d'aujourd'hui, la semaine passée, en date de la projection d'émission. Fait que ça, c'est un élément sur lequel l'histoire va peut-être être déjà faite. Mais le Sénat a se prononcé. Est-ce qu'il rejette les modifications du comité sénatorial? Et après ça, est-ce qu'il va accepter le projet de loi C-282? Si oui, la gestion de l'offre, c'est fini. On l'a protégé. Et ça, dans le contexte d'émergence de Donald Trump, comme président élu des États-Unis, je pense que ça serait une bonne nouvelle pour notre agriculture, surtout en Abitibi-Témiscamingue. Je veux juste donner un élément. Il y a plus de surplus de lait, de production de lait en surplus aux États-Unis qu'on en produit au Canada. Fait que vous imaginez, si on sacrifie la gestion de l'offre, ça peut avoir un impact dramatique sur une agriculture familiale comme on a en Abitibi-Témiscamingue. Donc, on va continuer de la faire, cette bataille-là. Le gouvernement nous appuie, on pose des questions à peu près à chaque jour à la période des questions. Justin Trudeau prend la parole pour dire oui, il faut protéger la gestion de l'offre. Donc, j'ai hâte de voir ce que les sénateurs vont décider au final. Il y a 2 sénateurs qui n'y croyaient pas, qui sont dans une idéologie majeure. Mais en bout de ligne, il y a une opportunité d'attendre. Donc, d'agir et le Bloc peut avoir ce gain-là. Ce qu'on a utilisé, c'est notre pouvoir dans le contexte d'un gouvernement minoritaire pour mettre de la pression là-dessus et on l'a fait avancer. Parce qu'ultimement, avec même une manifestation de tous les partis politiques qui ont pris la parole et des sénateurs sur la colline parlementaire, on n'a pas vu ça souvent. Et ça, le Bloc québécois l'a mené, cette bataille-là. Donc ça avance. Puis pour les aînés, Trudeau ne peut pas continuer de faire la sourde oreille pour 4 millions de Canadiens, 1 million de Québécois de 65 à 74 ans qui n'ont pas une capacité nécessairement de se faire un revenu supplémentaire pour augmenter leur revenu de 60 à 80 $ par mois. Je pense que c'est très, très raisonnable. Et cette mesure-là, on va continuer d'étalonner. Quand le Parlement va réouvrir, notre projet de loi est toujours en cause. Oui, tout le monde a appuyé le principe. Là. Mais ce que je voulais dire, c'est que vous avez lancé un ultimatum au gouvernement fin octobre, si, blablabla. Et on est conséquent. Le mot utilisé, c'est une date butoir. Oui. Mais ce qu'on a dit, c'est que jusque-là, on va travailler ensemble. Puis après ça, s'il y a une motion de confiance, on ne vous supportera pas parce que vous n'avez pas fait votre travail. Et moi, ce que j'aime particulièrement que le Bloc québécois on a fait, c'est qu'on a fait une mesure raisonnable.
3 milliards, le gouvernement fait un déficit d'au-dessus de 40. Ouais. Il envoie des dizaines de milliards dans les pétrolières pour verdir le carbone produit ou etc. On avait une question de priorité, je pense, les bons picots, comme dirait François Gendron. Monsieur, là, on va aller sur 3 sujets qui sont pas drôles. Ben, qui sont pas drôles. Qui sont drôles, pas drôles, mais en tout cas, tout dépend de quel côté qu'on le prend. Mais moi, je vous pose une question, là. Très honnêtement, est-ce que vous avez plus qu'une 3e année faible, vous? Techniquement, oui. Oui, OK. On arrête ça là, vous m'aviez dit oui. La Chambre des communes est un cirque où les plus intelligents ont l'air d'avoir une 3e année faible. Ça, c'est votre chef. Oui. 3e année B, il me semble dire. Faible. Je l'ai, oui, puis je l'ai très, très bien lu. Il me semble que c'est un peu fort là, pour un chef de parti. Ça veut dire que tous ceux qui sont en chambre ont une 3e année faible ou à peu près. Puis vous êtes une quarantaine, vous là. Vous êtes là en chambre. C'est pour ça que je vous ai posé la question. Avez-vous une 3e année faible? Bien, vous savez, moi, heureusement, je pense, je participe peu à la période des questions. Donc, ce cirque-là qui est dénoncé, c'est l'esprit qu'il n'y a pas de questions qui sont répondues. C'est la façon de faire de Poilievre, d'entrer dans de la démagogie forte, de faire des raccourcis intellectuels pour arriver à des fins politiques, mais qui sont loin de la réalité de la vie politique, là. Et c'est de s'adresser à une stratégie qui a été utilisée puis qui visiblement a fonctionné aux États-Unis par Donald Trump, là, de faire peur aux gens. Et dans ce contexte-là, ça a un impact en politique. Le président n'a pas la crédibilité en ce moment d'asseoir les gens et de faire respecter le décorum. On le voit là, à la période des questions. Je trouve qu'il a de l'air malheureux. Il ne sait pas, il arrive pour intervenir, il n'intervient pas. Il n'est pas là. Non, donc c'était un mauvais choix. Ça fait longtemps que le Bloc québécois il a retiré sa confiance. Reste que ce qu'on a comme position, nous, au Bloc québécois, c'est de dire, regarde, ça prend un adulte dans la pièce et c'est le rôle qu'on a. Ce que le message des François, essentiellement, c'est de dire, on peut-tu hausser le niveau des débats ici parce que les gens nous regardent et ce qu'ils voient, c'est gênant. Et tant au niveau de la population québécoise et canadienne qu'au niveau international, on ne fait pas la démonstration de l'éloquence d'un pays du G7, il faut le rappeler. Donc, en langage de hockey, il est temps d'élever notre niveau d'un cran parce que ça fait dur. Parce que Yves-François Blanchet, il a le don d'aller chercher les mots que... on reste un peu tout le monde surpris. Moi, j'en revenais pas ce matin-là. Comme on le connaît, je sais que... Il l'a pas dit fâcheusement, hein, il n'a pas insulté personne là, avec ça. Mais il me semble que pour un chef de parti, je comprends le point de vue que vous avez expliqué, là. Puis qu'est-ce que ça veut dire? Parce qu'on est tellement en politique, nous autres, on sait. Là, on a le sentiment souvent d'être pris pour des imbéciles. Mais en chambre actuellement, vous êtes là, vous. Oui. Est-ce que c'est moins pire, là? Les insultes, là, puis là, Jack Metzing qui veut péter la fiole, bon, à Poilievre qui l'invite. C'était tellement enfantin que c'est pas digne d'un Parlement. On en a parlé, puis je veux pas revenir trop là-dessus, mais est-ce que ça s'est calmé au moins? Non. Non, c'est pas plus calme. C'est sûr que la tension électorale, elle est derrière. Mais à la base, c'est un gouvernement Trudeau qui gère le Parlement, qui gère l'ordre du jour. Bon, c'est sûr que la question de privilège domine, mais tu sais, qui ont la capacité d'agir et qui ne le font pas. C'est tellement passif, ce qui se fait en ce moment, qu'en même temps, tu sais, comment que ça peut être autrement? Ils permettent aux conservateurs d'alimenter ce cercle-là. Donc, ben, qu'est-ce qu'on fait? C'est là où on peut se faire reprocher d'être prêt à aller en élection. En même temps, c'est la façon de mettre fin à ça. Le contexte, c'est que personne ne va aller en élection pendant le temps des fêtes. Ouais, non, là, ça ne me tente pas d'aller donner des dépliants pendant les rouges. Là. Regardez, on respecte cet esprit-là. De vous faire dire ce qu'un certain politicien s'est fait dire, on a notre partie des fêtes. Ben non, je dirais pas le mot parce qu'à la TV, on n'a pas le droit de le dire. Ça s'est fait par le passé, ça a été une catastrophe. Oui, il faut respecter ça. La prochaine fenêtre électorale arrivera peut-être février-mars, peut-être avril ou mai. Ben, il faut donner le temps à M. Trudeau de sortir ses chèques. Là. Mais, et là, tu as le contexte dans lequel
il y avait des rumeurs de prorogation, ça s'est pas fait. Il y avait des rumeurs de remaniement ministériel, ça s'est pas fait. À un moment donné, c'est quoi la suite? Il fallait bouger pour l'élection de Donald Trump, Trudeau n'était pas là, il est parti en Amérique du Sud. Si ça te tente plus, laisse la place. Puis ça peut être à l'interne. Là. Les Canadiens décideront, les libéraux vont bien décider qu'est-ce qui est à faire, mais... J'en reviens au chèque de 250 $ que M. Trudeau a promis. Ça va être vers le mois de mars, là, environ. Là, le temps où il va faire des grandes déclarations puis qu'il va sortir des pancartes, probablement. Est-ce que c'est acheter des votes? Puis une chose que moi, là, réellement, qui m'a offusqué beaucoup, c'est le fameux 150 000 $. Le moment, elle gagne 145 000, le papa, elle gagne 150 000. Ils vont avoir chacun un chèque de 250. Puis le petit monsieur, là, lui, là, qui gagne de peine et de misère à 10, 12 000 pièces parce qu'il ne travaille pas à temps complet, lui, il va avoir le même montant que les autres là, qui gagnent 150 000. Moi, je trouve ça tellement, tellement injuste. Puis en plus de ça, c'est qu'on parle des retraités qui, eux autres, n'auront rien parce que c'est aux travailleurs. C'est quoi cette cochonnerie-là? Oh, excusez-moi. Alors, Gabi, je suis sur la même longueur d'onde. Puis je reviens sur ce que je disais d'entrée de jeu. Nous, on voulait une augmentation de revenus pour les aînés de 65 à 74 ans. Oui. Leur donner 60 à 80 $ par mois. Le fameux 10% que les autres ont eu. 3 milliards. Ça en va coûter 6. Avec les crédits de TPS. Sur certaines choses, je suis bien d'accord. Sur d'autres choses, comme les jeux vidéo, ça m'apparaît quand même spécial comme mesure. De stimuler l'industrie. C'est pas une industrie canadienne tant que ça, le jeu vidéo. Ça l'est dans la production, comme si on parle des Ubisoft et autres, mais les consoles, je connais pas vraiment de consoles canadiennes. Là. Fait qu'on est dans un contexte dans lequel, effectivement, c'est une mesure très populiste. Moi, je rappelle que cet argent-là, parce qu'on l'a vécu, le chèque préélectoral, c'est une belle coïncidence. L'élection est arrivée effectivement la semaine suivante, les gens ont eu leur chèque. Donc ça, moi, ça va m'aligner sur à quel moment poser mes pancartes. Là. Je veux dire, les gens vont être mobilisés pour la semaine qui va suivre cette date-là au mois de mars. Reste que 250 $, c'est pas un montant qui va faire une différence énorme. Mais absolument pas. C'est même pas une épicerie. Absolument pas. Ça peut aider des gens qui en ont besoin. Oui, mais ça, mais la majorité des gens qui en ont besoin est beaucoup plus haut que 250 $. Oui. Il faut agir sur d'autres éléments du coût de la vie. Puis moi, où j'en viens pas, c'est le fameux 150 000 $ par année. C'est là que ça accroche. Dans tous les cas, c'est des mesures qui sont imposables. Je suis pas sûr à 100%, mais presque. Là. En tout cas, ça a été ça pour le bonbon préélectoral. Ouais. Donc, on donne l'argent avant l'élection, mais à la fin de l'année, un an plus tard, ben, vous allez le payer en impôts. Parce que ça mais je ne suis pas certain, mais je pense que le 250 $ est non imposable. Mais là je ne suis pas certain. Puis, quand le gouvernement fait des déficits comme il fait présentement, est-ce que c'est une mesure responsable? Encore là, gros point d'interrogation. On a 100 000 fonctionnaires de plus dans la machine. On n'est pas plus efficace pour sortir des passeports. Ah non, mais oui, puis je veux en emmener là-dessus. Mais, Monsieur Sébastien, congé de TPS. Congé de TPS du 14 décembre au 15 février. Hey, c'est tout un problème. J'entendais un commerçant là, ce matin, là, il s'arrache les cheveux. Lui, il est prêt à payer l'amende. Moi, il se dit, je suis pas capable, j'ai trop peu d'employés. Il donnait juste un exemple. Une paire de bottes pour enfants de telle pointure, une demi-pointure de plus, tu payes de la TPS. Ben voyons, mais ça n'a aucun sens. Une couverture pour enfants, si c'est tant de centimètres, OK, puis si c'est plus que tant de centimètres, tu payes une taxe de 5 % dessus. C'est quoi ça, cette bébelle-là? C'est de réfléchir de façon non appliquée. Ça paraît que c'est pas des gens qui sont sur le terrain qui s'y décident dans leur tour dans le bureau du premier ministre. Et ça fait partie de ce qu'on appelle l'usure du pouvoir, puis le manque de créativité, puis de vouloir acheter des votes, puis de vouloir... Mais c'est pas appliquer sa réalité. Puis ce qui est le plus frustrant pour un entrepreneur, là, c'est toute la paperasse qu'ils ont à faire, puis ça en rajoute. Et voilà. C'est du temps, c'est de la productivité. Pendant ce temps-là, tu fais pas de vente supplémentaire, t'es pas sur le terrain, t'es pas à faire du démarchage. C'est une très mauvaise nouvelle, cette mesure-là. On ne sait pas les bonnes personnes nécessairement. Quand on parle, là, que M. Trudeau vient annoncer ça, congé de TPS, ah ouais, bravo, mais tu vas aller acheter pour 100 pièces, tu vas avoir juste 5 pièces
de crédit. Je comprends que t'es mieux de l'avoir dans tes poches que de l'avoir dans les poches du gouvernement. Ça, je suis d'accord. Mais c'est rien que 5 pièces sur 100 pièces. T'achètes pour 1000 pièces, c'est 50 pièces de moins. Tu sais, c'est quand même pas là, un montant astronomique là, à ce moment-là. C'est 5 %. Je suis d'accord. Puis effectivement, l'idée était en soi une belle discussion de brainstorm entre vous et moi. Mais lorsqu'on parle de l'application, il aurait dû être réfléchi davantage, de se mettre à la main de la vision du commerçant qui, lui, se retrouve pogné avec ça, avec une menace de faire un dossier, M. Sébastien. Je vous bouscule un peu parce que je veux en parler absolument. Bureau, passeport en région, ça, là, c'est quoi l'affaire? Puis tout est prêt, là. Vous l'avez même dit à la télé, là. Tout est prêt, là. Ah oui, non, je suis tanné, puis c'est là où ben justement, je me suis permis de sortir parce que c'est une information qu'on a depuis plus qu'un an. On sait que les équipements sont à Rouyn-Noranda, vraiment fermés dans un garde-robe. Ce qui manque, c'est la formation des employés qui sont déjà sur place, qui sont prêts à ajouter ça comme élément supplémentaire d'information à donner aux gens. Déjà qu'on accueille les gens là, pour remplir leur passeport, est-ce que c'est bien fait? Donc, de pouvoir faire en sorte qu'on fasse une étape supplémentaire puis de faire le système accéléré 10 jours, tout le monde serait gagnant. Tout est là. On nous disait, ben vous savez, M. Lemire, c'est compliqué parce que des fois, il faut trouver les locaux adaptés. Excusez, vous avez déjà les locaux, vous avez un édifice au niveau fédéral. Quand il a compris que je connaissais le dossier puis que je savais tous les éléments puis j'avais des réponses à toutes les niaiseries qu'il me disait, OK, ben là, concrètement, c'est quoi? C'est deux choses. C'est un logiciel informatique qui a des ratés. Mais ça, j'ai eu cette réponse-là, ça fait plus de 6 mois. Sauf que ça va être le même logiciel à Rimouski, à Trois-Rivières, à Sudbury ou toutes les autres places qu'ils ont eues, ou si on va à Gatineau. Mais partir d'ici, où on aurait juste à Macamic, se rendre à Gatineau, c'est 7 heures. Là. Oh oui, c'est ça. Aller, 7 heures retour, t'arrives là la veille parce que tu vas être le premier dans la ligne. Si tu veux l'avoir après ça, à la fin de ta journée, ton passeport accéléré, tu payes des frais supplémentaires pour un service qui n'est pas donné en région. 250$ la nuit 2 fois, les repos au restaurant, 150$ de gaz. Et c'est là où on nous considère vraiment comme négligeable en Abitibi-Témiscamingue, et ça, j'accepte pas. Donc oui, c'est ce que je voulais faire la semaine passée, parce qu'on a fait de nombreux suivis aux ministres, les ministres qui ont changé aussi beaucoup à Service Canada, responsable des passeports. Moi, je leur envoie des choses. Le ministre actuel, j'ai même pas de réponse. C'est quelqu'un qui se fout de son travail dans le contexte, et là, ben, ça n'a pas de bon sens. Il faut que ça change. Donc, merci de me donner encore une fois l'occasion de le dire, parce qu'en bout de ligne, je veux dire, moi, mon passeport, il est renouvelé, là. Fait que c'est pas ça, mais quand je vois des gens qui sont obligés de le faire, c'est pas personnel. À renouveler, exactement. Et là, on est au mois de novembre ou début décembre, au moment que les gens écoutent, ça se peut qu'il y ait un projet de famille de se rendre durant les fêtes dans le sud ou un tout inclus, peu importe. Oui. Ou pour les gens qui ont un travail, un contrat potentiel, tu as besoin des fois d'un passeport rapidement, ben c'est un service qui pourrait être fait en 10 jours facilement. Puis même qu'on sait que ça peut être aussi plus rapide que 10 jours lorsqu'il y a des besoins, parce que justement, le service pourrait être offert en région. Il y aurait tout l'équipement nécessaire pour le produire plus rapidement. M. Lemire, merci. L'autre option, c'est d'aller à Timmins. D'ici, on n'est pas trop loin. Non, on se fait dire ça. Sauf que Timmins, si jamais il y a un problème, il l'envoie à Mississauga. Fait que là, il va falloir se rendre à Mississauga. Regarde. Monsieur Lemire, merci. C'est toujours un plaisir de vous recevoir et je vous donne 30 secondes si vous voulez vous adresser à vos électeurs et à la population. C'est fin parce qu'on peut prendre pour acquis que c'est le temps des fêtes. Donc, à tout le monde, un temps de repos. Je pense que c'est une année qui a été complexe. Une année qui nous a, non, puisqu'on n'a pas parlé de Donald Trump, mais tu sais, qui amène une certaine forme de remise en question de beaucoup de valeurs démocrates, donc de la démocratie. Joyeuse fête, profitez-en avec vos proches, vos amis. Merci. Et on se retrouve. Merci infiniment, M. Sébastien. Joyeuse fête à vous également. Merci. On se revoit en 2025. Alors, mesdames et messieurs, merci d'avoir été là. On a une prochaine émission de On s'en parle. Et au nom de Radium Multimédia et en mon nom personnel, je vous souhaite de très joyeuses fêtes. Soyez prudents, s'il vous plaît. Et on se reparle en janvier 2025. Merci.